Voy a poner un cronómetro para no pasarme hablando. Comme vous le savez tout, on se trouve dans une période inédite qui n'a pas de moment comparable dans l'histoire. On a fermé plusieurs pays, on a arrêté les économies, on a arrêté les productions. Et tout ça est une conséquence du coronavirus, ces terribles virus qui se propagent par toute la Terre et qui est à l'origine de la COVID-19, cette maladie qui, en ce moment, est en train d'arracher la vie des milliers de personnes par tout le monde. Moi, je voudrais bien vous parler aujourd'hui de la situation en France parce que depuis, comme vous le savez probablement, depuis le 16 mars, ici en France, tous les centres, les établissements scolaires sont fermés. Cela inclut les maternelles, les écoles, les lycées, les collèges, les universités, etc., etc. Et moi-même, je me vois touchée par cette fermeture, ce qui n'est pas très agréable, mais bon. En tout cas, cela pose des problèmes, évidemment, pour les parents d'un côté, pour les soignants d'un autre côté, parce que n'oublions que tous les parents qui devraient aller au travail ou qui pourraient télétravailler depuis leur maison sont obligés de garder leurs enfants, de leur occuper, de leur aider avec les activités scolaires que les enfants font à distance, etc. Donc, cela pose des problèmes de gestion du temps et d'organisation. Aussi pour les soignants qui doivent continuer à travailler, se déplacer vers les centres hospitaliers, les centres d'assistance médicale, cela pose des problèmes aussi. Il faut laisser les enfants avec quelqu'un, forcément. Et n'oublions pas que cela pose aussi des problèmes du point de vue social, au moins selon l'avis du président Macron. Parce que, en fait, les faits que les enfants soient à la maison signifie que quelques enfants peuvent suivre des cours à distance, s'ils ont les moyens, s'ils ont les réseaux, s'ils ont les outils informatiques nécessaires. Mais il y a aussi des enfants en situation vulnérable qui n'ont pas le moyen de suivre ces cours. Donc, ça creuse fondamentalement les inégalités à cause de cette impossibilité d'aller à l'école. Et c'est pour cela, précisément, à cause de ces inégalités qui se creusent et de ces problèmes sociaux, que Macron a décidé lundi dernier, lundi le 13 avril, dans l'allocution qu'il a faite par la télé, il a décidé la réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai, qui est la date prévue pour commencer avec cette étape de déconfinement. Alors, Monsieur Macron, avec aussi Monsieur Blanquet, qui est le ministre de l'Éducation nationale, si vous ne le saviez pas, ont expliqué et ont beaucoup insisté sur le fait que cette réouverture des établissements scolaires se fera d'une façon d'abord progressive. Ça veut dire on n'amènera pas tous les enfants en même temps à l'école et ça ne se fera pas pour tout le monde le 11 mai. Quelques-uns reprendront le cours un peu plus tard. Peut-être il y aura une séparation par rapport à l'âge, c'est-à-dire que peut-être les enfants les moins âgés commenceront l'école avant les autres. Il faudra voir comment ça s'organise, mais en tout cas, ça se fera progressivement et par étapes, pas tout le monde en même temps. Un deuxième critère ou une deuxième priorité pour Monsieur le Président et Monsieur Blanquet, c'est donner la priorité aux enfants vulnérables. C'est-à-dire que tous ces enfants qui se trouvent dans des lieux ruraux où ils n'ont pas d'accès à Internet, ou tous ces enfants qui se trouvent dans une situation difficile, particulière à la maison, qui leur met dans un lieu vulnérable, seront ceux qui commenceront d'abord les cours présentiels. Aussi, ils ont beaucoup insisté sur le fait que ça se fera en toute sécurité
pour les enseignants d'un côté et pour les enfants d'un autre côté. Cela veut dire, ils ont fait référence à l'utilisation potentielle ou éventuelle de masques, des tests et aussi à la possibilité de faire des cours avec des groupes plus réduits parce que il n'est pas question de faire un cours avec un enseignant pour 30 élèves, ça aurait aucun sens. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes et d'experts qui s'inquiètent sur les développements de cette réouverture des écoles et il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi aussi, je m'inquiète. Je trouve que ça sera plutôt difficile de réouvrir les écoles. Et donc, je voulais partager avec vous quelques questions qui se posent en général et que moi-même, je me pose aussi. Peut-être vous aussi, vous posez cette question ou peut-être avez des réponses, que sais-je. En tout cas, depuis que la crise a commencé, on a entendu dire toujours que les enfants étaient des vrais réservoirs viraux, c'est-à-dire qu'ils étaient potentiellement des gros foyers d'infection et qu'ils étaient en gros des vecteurs de transmission du virus. Et c'est ce qu'on avait entendu pendant les 3 premières semaines constamment. Et c'était pour cela, effectivement, qu'il fallait tout d'abord fermer les établissements scolaires. Mais en fait, c'est vrai que les enfants, souvent, ne sont pas si touchés par la maladie. C'est vrai que pour eux, c'est moins risqué de contracter la maladie parce qu'en général, les enfants développent des formes légères ou plutôt légères de la maladie, voire asymptomatiques totalement. Mais le fait, c'est que maintenant, dès que le président a fait son annonce, il y a des nouvelles études qui indiqueraient que, en fait, non, c'est pas comme ça. Les enfants se contaminent plus au contact des adultes que entre eux, entre les enfants, ou que les contacts des enfants vers les adultes. Donc, ça contredit un peu ce qui était dit tout d'abord. Et moi, je trouve que c'est un peu suspicieux que ça soit l'idée générale maintenant, à partir du moment où Macron a fait son allocution. Mais en tout cas, je ne vais pas m'émettre à critiquer Monsieur le Président. On continue avec, supposons que cette théorie elle est vraie et que les enfants ne seraient pas contaminés par d'autres enfants ou ou que ça serait difficile que les enfants contaminent les adultes. En fait, il y a des gens qui se basent sur un cas particulier d'un enfant en Savoie qui a été positif pour le Covid-19 et qui a été en contact avec à peu près 80 personnes après qu'il a été identifié comme contaminé. Mais parmi ces autres 80 personnes qui ont été en contact avec lui, personne n'a été positif après. Il y a des gens qui disent que c'est à cause des études de M. Raoult que M. le Président a changé d'avis parce que la veille, apparemment, M. Raoult, un médecin de Marseille, avait partagé ces études qui prouveraient que les enfants ne sont pas un vecteur de contamination avec M. le Président. Et comme ça, on a décidé qu'il y avait moins de risques de transmission qu'est prévu si on procédait à l'ouverture des écoles. Si tout cela se prouvait, alors normalement, il y aurait une contagiosité, peut-être la contagiosité pourrait être liée aux symptômes présentés par les malades, c'est-à-dire qu'il y aurait une dépendance des symptômes pour déterminer la contagiosité de chacun. Plus on serait malade, alors plus on serait contagieux et pendant plus longtemps, du coup. Et à l'inverse, dans les cas des enfants, vu qu'ils ne sont pas malades avec des symptômes terribles, ils seraient moins contagieux et pendant moins de temps. Moi, comme je l'ai dit, je me montre un peu sceptique par rapport à tout ça, mais il faudra déjà attendre à ce que ces études se poursuivent
pour avoir une idée plus précise. En fait, il y a une étude qui vient d'être lancée il y a 2 jours en France, une étude avec 600 enfants en Île-de-France pour étudier ces enfants qui ont surtout des symptômes bénins. Cette étude durera pendant 1 mois, c'est-à-dire à peu près jusqu'au 11 mai, et ça permettra d'estimer déjà les taux d'enfants asymptomatiques en France. D'un autre côté, ça permettra aussi de calculer la charge virale des enfants. Et troisièmement, ça permettra d'étudier la dissémination du virus entre les moins âgés. Et si effectivement, finalement, les enfants sont moins contagieux qu'on le pensait, moi, je trouve que quand même l'ouverture des écoles et des établissements scolaires, ça pose beaucoup d'autres problèmes du point de vue pratique. Je voulais vous présenter rapidement, parce que je vois que j'ai peu de temps pour continuer mon discours, les questions pratiques que pour moi se posent si on veut ouvrir les écoles comme Monsieur le Président l'a annoncé. Déjà, d'un côté, c'est difficile parce que comment pourrait-on garantir la protection de tous les professeurs? Imaginons le cas dans un centre de maternelle, un professeur aurait toujours besoin de toucher les enfants si un enfant tombe, si un enfant pleure, si un enfant a besoin de quoi qu'il en soit. Si c'est un bébé, par exemple, on a besoin de pouvoir toucher les enfants. Puis, les enfants, d'un autre côté, ne font pas précisément attention à ne pas éternuer, à se couvrir avec le coude, ils peuvent même arriver à mordre les enseignants ou les autres élèves s'ils sont fâchés. Je veux dire, ils feront jamais attention à ne pas contaminer les autres. Certes, on pourrait utiliser quelques protections, comme à l'hôpital, je veux dire des masques, des gants, peut-être des lunettes de protection, mais rappelons-nous qu'en France, en ce moment, il y a encore un manque de matériel médical pour protéger les soignants. Donc, comment pourrait-on enlever ces matériaux médicaux aux enseignants pour le donner aux professeurs, aux enseignants? Ça, à mon avis, ça pose des problèmes. Un autre problème qui se pose, c'est aussi qu'il faudrait faire des tests constamment, régulièrement aux professeurs, aux enseignants et aussi aux élèves. Donc, c'est là, ça empêcherait de la contamination. Mais qui nous garantit que les enfants qui seraient contaminés, si on ne leur fait pas des tests, ils pourraient rentrer chez eux, contaminer leurs parents, etc. etc. Et si on tarde à identifier les contaminations, peut-être que dès qu'on voit qu'un enfant il est contaminé, il a déjà contaminé son foyer, ses parents, ses frères qui ont, eux, à leur tour contaminé ses collègues à l'école. Donc, vraiment, il faut faire, je dirais, des tests rapides chaque jour pour être sûr qu'il n'y aura pas de contamination. Je ne vois pas d'autres moyens. En plus, il se peut qu'il y ait des enfants qui, dans leur foyer, ont des personnes qui soient vulnérables ou qui souffrent des maladies chroniques. Donc, j'imagine que si moi, j'étais une mère d'un enfant, je ne voudrais pas amener mon enfant à l'école si chez moi, j'ai aussi ma sœur malade atteinte d'une maladie chronique, parce que c'est vraiment, ça pose des risques pour tout le foyer d'amener les enfants à l'école. En plus, comment faire que les enfants respectent toujours les gestes barrières? C'est vraiment difficile. Les enfants ont une tendance naturelle à jouer ensemble, à toucher ses collègues, à peut-être partager, je sais pas, un verre d'eau ou partager de la nourriture. Donc, vraiment, ça sera difficile, à mon avis, d'imposer et de faire respecter les gestes barrières à tous les enfants. Ne parlons pas du fait qu'on devrait leur apprendre à tousser dans leur coude ou à ne pas toucher leur visage. Imaginez-vous ces types de situations, ça serait vraiment difficile. Aussi,
il y a des spécialistes qui parlent de l'éventualité de faire porter des gants et des masques aux enfants. Mais j'imagine, j'ai des soucis à imaginer une classe de 15 élèves et à imaginer que tous portent des masques pendant toute la journée sans rien enlever, sans rien toucher, sans même pas jouer avec tous ces matériels nouveaux qui pourraient être excitants pour les enfants. Donc, vraiment, je trouve que la question pratique pose beaucoup de problèmes aussi parce qu'il y aurait beaucoup de parents obligés de sortir de chez eux pour venir chercher les enfants. Il y aurait tout le monde qui touche des lieux communs, des portes, des... En fait, il y aurait beaucoup de monde qui passerait par le même établissement. Et aussi, et c'est le dernier problème que je voudrais mentionner, c'est la pose de problème aussi parce qu'on ne peut pas, comme on l'a déjà dit, avoir des groupes de 30 élèves. Donc, il faudrait, comme Monsieur Blanquet l'a déjà dit, il faudrait faire des groupes plus petits, plus réduits, par exemple des groupes de 10 élèves. Mais dans ce cas, il faudrait avoir un corps d'étudiants, d'enseignants, pardon, qui soit le double ou voire le triple. Et où en trouverait-on ces enseignants? Parce que n'oublions pas qu'en France, déjà, il y a parfois une pénurie de professeurs. Donc, soit on trouve des professeurs, je ne sais pas trop où, soit l'autre possibilité qui a été évoquée, c'est de faire de groupes, par exemple, ou avoir un groupe qui ferait des cours le matin et avoir un autre groupe qui ferait des cours l'après-midi. Mais cela veut dire que les parents devraient garder les enfants soit le matin, soit l'après-midi. Donc déjà, ça retourne aux problèmes initiaux, c'est-à-dire c'est le problème de la garde d'enfants et les parents qui doivent travailler mais qui ne peuvent pas garder leurs enfants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment très difficile et je ne sais pas à quel point ça sera faisable. En tout cas, il faudra attendre 2 semaines parce que c'est dans 2 semaines que le ministère de l'Éducation nationale présentera le plan concret avec les mesures concrètes qui seront appliquées pour procéder à la réouverture des établissements scolaires. Et j'espère vraiment qu'ils trouvent des solutions, mais vraiment, je ne vois pas comment ils vont faire. Peut-être, à mon avis, ça aurait été mieux de faire comme en Espagne et de décider de ne pas ouvrir les centres scolaires jusqu'à septembre. Merci beaucoup.